Donc voilà, alors maintenant c'est moi à reprendre le flambeau. Donc TAFTA, le TTIP, traité transatlantique, nous avons tous entendu ces différents termes, acronymes relatifs à ce traité transatlantique. Bon, ce qui rend déjà la chose pas facile d'accès, parce qu'il n'y a pas un terme fixé. On peut entendre TAFTA, on peut entendre, comme j'ai dit, TTIP, GMT, et on peut allonger la liste. Bon, alors déjà, ça crée un premier flou. Deuxième flou, depuis 2013, les négociations qui ont commencé ont été pour le moins opaques. Et par-delà le discours et la communication de la Commission européenne, parce qu'elle a fait un site, mais un site avec une langue qui est compréhensible par quelques initiés, dirons-nous, parce que c'est un vocabulaire extrêmement technique. Donc nous rentrons dans cette affaire dans un grand flou, à la fois par le nom, par la réalité qui est attachée à ce nom, et même par la volonté même de ses promoteurs qui ont maintenu le flou. Donc j'ai la modeste mission d'essayer d'apporter de la clarté, de ne pas ajouter du flou. Donc, qu'est-ce que c'est avant de vous proposer mes hypothèses sur le sujet? On va commencer comme ça, c'est un traité qu'on dit de libre-échange, mais un traité de libre-échange particulier. Le libre-échange, ça désigne une politique commerciale entre des pays permettant à des biens, des services de pouvoir circuler sans devoir payer ce qu'on appelle des tarifs douaniers. Donc, parce que ces tarifs douaniers, qui en ressentent évidemment les conséquences, ben, c'est les entreprises et les consommateurs quand ils achètent ces biens. Donc le traité de libre-échange, c'est une politique économique, commerciale, qui conduit à la libre circulation entre deux ensembles, ou plusieurs ensembles. Ça, c'est le libre-échange. Mais TAFTA, comme il aime bien la complication, c'est un traité de libre-échange d'un genre particulier. Pourquoi? D'un genre particulier parce que entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, les tarifs douaniers sont quasiment absents, à part dans certains secteurs, comme le secteur agricole. Donc ce qui signifie non pas que ces tarifs douaniers qui restent ne vont pas disparaître ou ne sont pas appelés à disparaître, mais la réalité de la négociation est ailleurs. Où est donc cet ailleurs? Dans le langage des économistes, on appelle ça un traité de deuxième génération ou un traité derrière la frontière. Qu'est-ce que veut dire ces termes de deuxième génération ou derrière la frontière? Cela signifie que deux ensembles, ici l'Union européenne et les États-Unis, vont faire un travail de rapprochement, non pas en termes de tarifs douaniers, même si ça en fait partie, je ne dirais pas non seulement en termes de tarifs douaniers, pour être plus précis, mais sur une série de ce qu'on appelle des normes. Des normes, c'est-à-dire quoi? Des normes qui sont à la fois techniques, et je vais expliquer, et en même temps sanitaires et phytosanitaires. Je m'explique là-dessus. Ces normes, pour le dire de manière simple, c'est par exemple tout ce qui va concerner les caractéristiques d'un produit, par exemple sa provenance, son origine, son type de fabrication, etc. Et puis, c'est des normes qui touchent effectivement à des questions sanitaires, phytosanitaires, c'est-à-dire la chimie, la pharmacie, les cosmétiques, l'alimentation, ce qui arrive dans notre quotidien, dont on ne se rend pas toujours très compte parce qu'on achète les produits, on ne regarde pas forcément l'étiquette, on ne sait pas tout le chemin que le produit a fait pour être réalisé, voilà. Mais ces normes vont concerner ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on va avaler pour se soigner, ce que l'on va mettre dans nos assiettes pour manger, et on peut allonger la liste parce qu'elle couvre à peu près tous les domaines de notre quotidien. Donc, on dit derrière la frontière, dans le langage peu poétique des économistes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de voir les produits traverser la frontière. Ils les traversent,
mais une fois qu'ils sont derrière la frontière, comment faire pour que ces produits qui sont des États-Unis, européens, se rencontrent? Donc ça, c'est une dimension clé de ce traité. Et une dimension, on va le voir, problématique. Et je maintiens le suspense, et je ne dis pas tout de suite pourquoi c'est problématique, même si je sais bien que vous en doutez de mille manières, mais il faut bien un peu de suspense. Donc, ce traité porte sur cette dimension. Donc, ce traité-là, ce que je vais commencer à faire, c'est de voir pourquoi ce traité, qui est dans ces négociations, et où on en est. Et ensuite, je vais poser mes hypothèses avec vous, et pourquoi je vois dans ce traité des dangers. Donc, tout d'abord, il faut bien garder à l'esprit que ce traité, c'est pas quelque chose que les États-Unis d'Amérique sont venus nous imposer de la sorte. Nous le voulons tout autant que, si ce n'est pas encore plus que. Je m'explique. Ce traité, tout d'abord, ou ce rapprochement États-Unis-Europe, est ancien. Il n'a pas attendu les années 2000 pour exister. On en trouve déjà les premières tentatives au cours des années 1960 dans le cadre de la guerre froide. Car les États-Unis souhaitaient que ce traité, qui n'avait pas vu le jour dans les années 60, soit le pendant économique de l'OTAN, c'est-à-dire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dans la politique américaine de l'époque, qui était l'opposition à l'URSS. Ce n'est pas par hasard que Mme Clinton, en repensant à cette vieille idée, a dit récemment « le traité transatlantique, c'est un OTAN économique ». Cette référence est claire. Ce projet, ensuite, on a cherché, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, puisque je vais me concentrer sur l'actualité, on a cherché à le réactualiser à plusieurs reprises, en 1995, en 2007. Donc, il était dans les fourgons depuis un moment. Donc, ce n'est pas une réalité toute neuve. Il va être au cœur de notre actualité depuis 2013, mais toujours dans cette présentation, si vous voulez, de la carte d'identité de TAFTA et d'où il vient, il faut comprendre que si, dans les années 60, ce traité avait pour vocation de s'opposer à l'URSS, aujourd'hui, il retrouve une actualité pour les États-Unis d'Amérique avant de parler de l'Europe, parce que cette fois-ci, il ne s'agit plus de contenir l'URSS, mais de contenir un rival économique, mais aussi militaire, qui est la Chine. C'est pour cela que, pour reprendre le mot de Truman, qui parlait de containment, c'est-à-dire d'endiguement à l'égard de l'URSS, ce traité joue ce rôle de containment ou d'endiguement, mais cette fois-ci pour la Chine, avec d'un côté le traité TAFTA, GMT, TTIP, on ne va pas à chaque fois les nommer différemment, et de l'autre côté son frère au niveau Pacifique, puisqu'il y a l'équivalent qui doit se faire avec des États du Pacifique pour encadrer ou contenir la poussée économique de la Chine dans ce que l'on appelle de la diplomatie commerciale. Diplomatie commerciale qui a pour but d'ouvrir ou d'élargir des marchés aux firmes américaines. Ça, c'est le côté américain. La dimension géopolitique est tout aussi importante, si ce n'est plus que la dimension économique, car n'oublions jamais que l'économie, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et en face, il ne faut pas croire que les Européens n'en veulent pas. En 2006, la Commission de Bruxelles a proposé un document qui est aujourd'hui un guide de l'action européenne, qu'on appelle Global Europe, dans lequel la Commission de Bruxelles explique qu'il est nécessaire de développer des accords de ce type, pas simplement avec les États-Unis, mais avec bien d'autres pays, pour favoriser le libre-échange. Et on joint le geste à la parole, puisque nous avons signé un accord
de ce type, par exemple, et qui est entré en vigueur depuis juillet 2011 avec la Corée du Sud. Avec la Corée du Sud, qui explique, par exemple, en termes de libre-échange, pourquoi les voitures maintenant coréennes comme Hyundai deviennent beaucoup plus présentes, puisque désormais, elles ont accès au marché européen depuis juillet 2011. Traité qui n'est pas facile à lire, parce que je me suis intéressé au traité avec la Corée. Je n'ai pas tout lu, mais je l'ai quand même, j'ai travaillé dessus. 1800 pages fait ce traité. Alors vous imaginez bien avec les États-Unis d'Amérique, sans vouloir faire offense à la Corée du Sud, ça pèse d'un autre poids dans l'économie, vous imaginez le volume qu'il va représenter. Et on pourra se poser la question, qui va le lire, qui va vraiment le maîtriser, qui le connaîtra réellement? Parce que les 1800 pages, c'est déjà un gros morceau. Alors imaginez bien celui qui va suivre. Donc, l'Europe, en 2006, à son tour, veut promouvoir ce type d'échange, parce que n'oublions pas que l'Union européenne, tout comme les États-Unis, et même de manière plus doctrinaire que les États-Unis, croit dans les vertus du marché, et plus on libère le marché, et mieux c'est. Et s'il y a bien un gouvernement par la doctrine, c'est moins aux États-Unis qu'on le trouve qu'ici. C'est-à-dire, il faut bien voir la réalité en face. Et je donnais d'autres exemples de traités qui sont en cours de négociation. Il y en a un qui va être signé et ensuite devra passer par l'étape de la ratification avec Singapour. Il y en a un avec le Canada. Il y en a un donc avec les États-Unis et avec une série de pays et qui, à terme, va s'inscrire dans cette file, la Chine également. Donc, ça fait partie de la stratégie européenne. Toujours dans cette présentation un peu, si vous voulez, du portrait de TAFTA, avant de rentrer dans le vif, si je puis dire, du sujet, des enjeux, des problèmes, eh bien, c'est un traité qui met aux prises les États-Unis et l'Union européenne. Ce n'est pas les États-Unis et la France, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Union européenne, et je vais expliquer ça dans un instant, qui négocie au nom de ces États membres. Ça ne veut pas dire que les chancelleries ou les gouvernements ne s'y intéressent pas ou n'ont pas leur mot à dire. Bien sûr, elles jouent un rôle clé, mais juridiquement, c'est l'Union européenne qui est à la manœuvre. Et si on ajoutait une subtilité, n'oublions pas que les États-Unis, c'est un État fédéral et pas unitaire. C'est-à-dire, nous, on est un État unitaire, les États-Unis, c'est un État fédéral. Donc ça veut dire que quand on négocie, n'oublions pas les marges de manœuvre en termes normatifs, législatifs, des États américains. Donc c'est comme si on négociait avec les 28 Européens, plus la cinquantaine d'États américains. C'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit. Donc, déjà, on sent même, avant de critiquer, l'usine à gaz que ça représente. Parce qu'il y a les États-Unis, mais derrière, il y a les États fédérés. Toujours, alors, pour revenir à nous, c'est-à-dire à l'Union européenne, c'est le Parlement européen qui, en 2013, a donné mandat à la Commission d'engager des négociations avec les États-Unis. Et c'est pour cela qu'on dit dans le langage européen, c'est un accord mixte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à la fin du processus, il faut que le Parlement européen exprime un vote sur le sujet. Attention, le Parlement européen peut dire oui ou non, mais il ne peut pas modifier le texte. Oui ou non, basta. Il n'y a pas... Il ajoute un truc. Il ajoute rien du tout. Il dit veto, oui, il dit oui. Mais il ne dit pas modification. Il ne peut pas. Ce n'est pas dans ses attributs. Du moins pour cette question. Et pourquoi mixte? C'est comme la salade, hein, si vous voulez, il y a deux ingrédients. Ingrédient 1, c'est l'Europe. Ingrédient 2, c'est nous. Donc c'est-à-dire que les 28 États, à travers leur procédure de ratification, admettons les parlements, doivent dire oui. S'il y en a un sur 28 qui dit non, c'est plié. C'est foutu. Alors je le dis, il y a un État qui a clairement dit qu'il n'en veut pas, c'est la Grèce.
le gouvernement de M. Tsipras a fait une déclaration là-dessus. Pour eux, c'est non. Alors, donc ça va ajouter un peu plus à la tension du moment. Je tiens à le dire parce que c'est une des premières déclarations aussi qu'a pu faire le gouvernement de Tsipras. Ils n'en veulent pas. On verra si c'est un non qui aura un effet, je pense. Donc, ce traité met aux prises l'Europe, les États-Unis. Sachant qu'en plus, dernier élément sur cette présentation globale, avant d'arriver au cœur de ce que j'ai envie de vous dire sur les enjeux, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Union européenne, même si elle se présente unie, et nous savons très bien que dans la situation actuelle, deux mots ne vont plus ensemble, c'est Union et Européenne, car évidemment, pour faire un clin d'œil à nos souvenirs de nos bacs de français, on appelle ça, c'est un oxymore, hein, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Donc aujourd'hui, on a vu que Union européenne. Voilà. Et qu'à l'intérieur de cette Union européenne, des États poussent vers ce libre-échange, d'autres non. Par exemple, dans des déclarations récentes, même si l'opinion publique allemande, nous le verrons, est de plus en plus réservée à l'égard du NAFTA, je rappelle, et je le rappellerai tout à l'heure, que dans la pétition des citoyens européens contre ce traité, 1,2 million de signatures, 680 000 d'entre elles venaient d'Allemagne. Donc il ne faut pas l'oublier, 680 000 venaient d'Allemagne. Donc l'opinion allemande, elle n'est pas très partisane, mais Mme Merkel pousse dans ce sens. Pousse dans ce sens, et une partie de l'industrie allemande, et puis pas toute, parce que, par exemple, on sait que Volkswagen a fait des investissements massifs dans le Tennessee, et qu'effectivement, ils y voient parfois un intérêt. Mais l'opinion publique allemande est de plus en plus hostile à cette affaire, même si Mme Merkel pousse dans ce sens. Donc, attention, l'Allemagne ne se réduit pas à Mme Merkel, Dieu merci. Oui, l'Allemagne est beaucoup plus riche que Mme Merkel, parce qu'on ne va pas faire offense aux Allemands de ramener l'Allemagne à Mme Merkel. Mme Merkel représente une sensibilité, mais elle n'est pas la seule. Heureusement. Donc 680 000 Allemands, c'est pas rien. Sur le 1,2 million, c'est quand même... Ils sont ultra majoritaires là-dessus. Donc, les Européens se présentent à cette négociation de manière défensive et en recul. C'est ça le problème aussi, c'est-à-dire ils ne s'entendent pas tous sur ce qu'ils souhaitent, et vous voyez comment d'ailleurs même dans les médias c'est présenté, c'est-à-dire rarement on présente l'Union européenne comme à l'offensive dans cette affaire, on la présente toujours comme une espèce de patrie, de normes élevées, de droits étendus, qui est en position de repli et qui se dit qu'est-ce que je vais céder. C'est très curieux cette manière de se représenter nous-mêmes, mais pas d'une manière offensive, est-ce qu'on a quelque chose à promouvoir? C'est toute la difficulté, si vous voulez, de mettre ensemble des nations aussi différentes, car nous savons tous que 28 souverainetés additionnées n'en font pas une. Donc, sinon, ça se saurait. Donc, voilà, ça c'est, si vous voulez, le décor global. Ça a commencé en juillet 2013. On est entre le 2 et le 6 février de cette année, il y a eu le 8e cycle de négociations. Il y en a le 20 avril, ils se donnent rendez-vous de cette année à Washington pour continuer la négociation, avec l'espérance que fin 2015-2016, les positions, comme on dit dans le langage de la négociation, soient consolidées, ce n'est pas juste des prises d'informations, et que, à la fin, on puisse aboutir à un accord. Donc, voilà le panorama global. Maintenant, le diable est dans les détails, nous le savons tous, et il va falloir qu'on regarde de plus près, et quelles sont un petit peu les hypothèses, et qu'est-ce que nous avons voulu dire dans ce livre, et que je vais maintenant exposer après, on va dire, ces dimensions un petit peu descriptives, pour qu'on soit dans un univers familier. Car aujourd'hui, je reproche beaucoup aux économistes d'ici de là d'employer un langage volontairement obscur, un petit peu technique,
pour transformer l'économie comme instrument de domination. Et ça me gêne. Donc, je n'ai pas envie de tomber dans ce travers. J'essaye de lutter contre ça. Bon, avant de prendre point par point dans ce traité, parce qu'on ne sait pas tout, il y a une transparence encore relative, mais quelques points qui sont des points cruciaux sur lesquels je souhaiterais insister, je voudrais juste poser ces deux hypothèses de travail un petit peu qui me guident, qui sont dans ma tête. Il faut raisonner, à mon avis, à deux niveaux. Si on ne raisonne qu'au niveau économique, on loupe un gros morceau du truc. C'est pour cela qu'il faut raisonner à un niveau économique et politique, et ne jamais dissocier les deux. D'un point de vue économique, et je le montrerai tout à l'heure, les promesses contenues dans TAFTA sont trop fragiles, sont largement contestables. Les exemples qu'on a eus dans le passé de traités qui se rapprochent nous invitent à la prudence, pour ne pas dire à la franche hostilité. Donc, et je vais essayer de le montrer dans un instant, ça c'est le premier point. Donc c'est-à-dire que ce qui me semble à mes yeux plus sûr, c'est plus les coûts qu'on va devoir supporter que les bénéfices qu'on va avoir. Donc, à mon avis, il y a plus de chances de voir des conséquences négatives que des bénéfices. Ça, c'est le premier levier ou niveau sur lequel je souhaiterais réfléchir avec vous. Deuxième niveau, que je ne sépare pas du premier, c'est du point de vue politique. Ce traité risquerait, à mon sens, et à notre sens, parce que je peux associer Thomas, même s'il est absent, et notre réflexion commune et notre amitié m'autorise à l'associer, c'est que le traité, s'il devait voir le jour, aggraverait une tendance déjà largement à l'œuvre depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire la dépossession systématique et organisée des citoyens dans leur capacité à pouvoir agir ou maîtriser les phénomènes économiques. C'est-à-dire que TAFTA, je vais vous le montrer dans un instant, mais je vous donne déjà un parfum, la définition des normes, comme elle va appartenir à un conseil de coopération réglementaire dont je vous parlerai, c'est comme si ça devenait un pouvoir législatif. Ensuite, avec les tribunaux, ça devient un pouvoir judiciaire. Et en même temps, l'action des citoyens sur ces éléments-là va être faible ou nulle. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui à l'œuvre en Europe et dans le monde? En Europe, vous voyez bien, peu importe ce qu'on peut penser de M. Tsipras, il arrive, on lui explique que de toutes les façons, il ne peut rien changer, c'est ainsi. On explique aux citoyens que cette monnaie, ils ne peuvent pas agir dessus, que le budget, c'est ailleurs dans des commissions qui se décident. Et demain, ils vont dire oui à un traité où on va leur expliquer que les normes sont encore déterminées ailleurs et qu'ensuite, il y a des tribunaux qui ne sont pas les leurs qui vont décider ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, à la fin, le citoyen, qu'est-ce qu'il lui reste? Rien. Il ne lui reste plus que cette tentation terrible de renverser la table en appelant des extrêmes peut-être les plus dangereux qui soient. Donc, c'est pour cela que, d'un point de vue politique, ce traité, s'il aboutit, représente une formidable accélération d'un mouvement extrêmement dangereux qui est à la fois la dédémocratisation de la vie politique et la dépolitisation de l'économie. Et donc, par conséquent, ce traité, entre ces promesses économiques bancales, mais en même temps ces cauchemars antidémocratiques qu'il propose, je pense que la rencontre des deux donne un cocktail vraiment dangereux. Donc maintenant, prenons point par point pour essayer de comprendre pourquoi j'exprime ces réserves. Donc, j'ai envie de dire, commençons par le plus simple, allons vers le plus important. Le plus simple, c'est les questions économiques. Quelles sont les promesses du TAFTA? Tout d'abord, le TAFTA nous rappelle économiquement des souvenirs. Nous connaissons ce TAFTA. Comment nous le connaissons? C'est le TAFTA, économiquement, c'est l'histoire, maintenant à l'échelle de l'Amérique et de l'Europe, l'histoire du marché unique. C'est la même histoire. Car, je vous rappelle, car nous nous en souvenons tous, le marché unique c'était le milieu des années 80, Jacques Delors, les grandes directives pour les grandes libertés, des capitaux, des biens, des services, vous vous souvenez de tout ça. Et on nous a expliqué, je rafraîchis les mémoires, la France est petite, il faut faire plus grand, et quand on a un grand marché, enfin on aura la croissance, l'emploi,
6% en moyenne, nous avait-on dit au moment du marché unique, et parce que la France est trop petite. Et je vous invite à relire, même si c'est assez indigeste, mais vraiment, le rapport Cecchini de 88 sur les coûts de la non-Europe. Si vous me trouvez quelque chose dedans qui s'est réalisé aujourd'hui, je serais ravi que vous m'en parliez. Parce que moi, j'ai lu ce truc de la tête aux pieds. Alors, si vous avez un bon roman, choisissez le bon roman. Mais si vous avez du temps, lisez ça. S'il n'y avait pas en Europe 25 millions de chômeurs dans l'Europe à 28, 18 millions dans l'Europe à 19, et s'il n'y avait pas 122 millions de personnes en Europe sur 502 millions qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, je rigolerais. Mais ça ne me fait plus rire. Donc, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? On nous a expliqué que le marché unique, c'est bien, mais c'est pas assez grand. Maintenant, il faut faire plus grand. Cette fois-ci, plus grand, c'est avec les États-Unis. Heureusement qu'on n'a pas découvert des habitants sur Mars, parce que demain, on nous dira que les États-Unis, c'est bien, mais Mars, c'est encore mieux. Ouf, on n'en a pas trouvé, parce que sinon, on était vraiment embêtés. On aurait essayé de faire du libre-échange avec eux aussi. Franchement, il n'y en a pas. Donc, on nous promet, parce que la commission de Bruxelles a commandé 3 études à des centres de recherche pour qu'ils fassent des modèles économiques pour nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça. Donc, on estime que les effets positifs se feraient sentir, c'est les études qui le disent, ce n'est pas le point de vue critique qui est le mien. Pour sentir les effets positifs économiquement de TAFTA, il faut attendre 5, 10 ou 15 ans. Un économiste célèbre qui s'appelle Keynes disait à long terme, nous sommes tous morts. Donc, bien, effectivement, à long terme, nous sommes tous morts. Voilà une chose indubitable. Le gain de croissance serait assez faible, autour de 0,4% supplémentaire peut-être par an. Ça, il faut se distribuer ça à 28. Voilà, oui, bien. Attendez, on ne va pas être chauvin, on ne va pas tout récupérer pour nous. Il faut être quand même sympa. Alors, et 5 à 10 ans, et que ça devrait, du moins, créer de l'emploi. Donc, et que cela nous apporterait cette croissance nécessaire. Mais les études sont parfois contradictoires, et une étude, c'est pour cela que je vous dis qu'il y a une incertitude massive là-dessus, une étude qui a été réalisée par une université de Boston, je voulais juste vous citer, parce que je n'ai pas tous les chiffres par cœur, mais je les connais à peu près, une étude réalisée par une université de Boston que vous pouvez trouver de Jérôme Capaldo, de la Tufts Université de Boston, nous indique au contraire, alors je ne dis pas qu'il faut croire plutôt elle que les autres, lui au contraire, il voit plus de 600 000 destructions d'emplois, expliquant qu'à court terme, il risque d'avoir des destructions dans certains secteurs d'activité, que rien ne nous garantit que la croissance sera au rendez-vous. Alors je ne dis pas, parce que sinon on va me taxer de mauvaise foi, on pourrait croire les autres, mais pas celui-là. Mais ça veut dire qu'avant d'affirmer haut et fort à tout le monde que c'est sûr qu'il y aura de la croissance et de l'emploi à la fin, d'au moins admettre que c'est qu'un pari. C'est pas sûr. Et donc toute la question est de savoir, est-ce qu'on le fait ce pari ou on ne le fait pas? Ça c'est le premier aspect. Donc incertitude totale sur les bénéfices de ce traité. Et si on regarde le marché unique, ou si on regarde le grand frère de TAFTA qui était le traité de libre-échange Amérique, Canada, Mexique, la réserve s'empare de nous. Et sans vouloir faire du mauvais esprit, l'ALENA a été désastreux pour une partie de l'agriculture mexicaine, ça a entraîné aussi des destructions d'emplois aux États-Unis, la grande distribution au Mexique a été bouffée par Walmart l'américain, bon. Et même les États-Unis, eux-mêmes reviennent sur les bienfaits de l'ALENA, et le marché intérieur, pour rester dans une tonalité très neutre, n'a donné que très partiellement des effets positifs, pour rester dans la douceur de l'euphémisme.
Parce que si vous voulez, je fais une petite parenthèse, au lieu de tout le temps dans le débat public présupposer que le marché unique c'est bien par définition, ou l'euro c'est bien par définition, et je ferme la parenthèse, il faudrait un jour qu'il y ait vraiment le temps d'un bilan sincère et réel de ces choses-là, au lieu de tout le temps de les présupposer comme bonnes par essence. Ça, c'est le premier aspect économique qui me semble fragile. C'est-à-dire, des études disent que ça va détruire, d'autres va en créer, et que si ça crée des aspects positifs, ce sera dans 5, 10 ans, 15 ans, c'est loin. Et en même temps, les études négligent les coûts d'ajustement de court ou de moyen terme. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect de la fragilité économique. On nous explique que si on crée un cadre favorable pour les investisseurs, eh bien, des firmes multinationales seraient tentées de venir produire plus chez nous. Que lorsqu'elles vont produire plus chez nous, ces investissements qu'elles vont apporter automatiquement de la croissance, qu'ils seront profitables à tous. Mais là encore, problème. Parce que la littérature économique, aussi imparfaite soit-elle, ne produit aucune étude qui peut confirmer ce que je viens de dire là. C'est-à-dire, un cadre réglementaire plus favorable, ça amène, et on n'a pas de vérification empirique de ça, amène forcément plus d'investissements dans la zone en question. Rien ne nous assure empiriquement que ces investissements apporteront plus de croissance. On n'en a pas la certitude. Et pourquoi on n'a pas la certitude? Parce que empiriquement, ce type d'accord d'investissement avait lieu dans le passé, soit entre pays riches vers pays pauvres, soit entre pays riches vers pays comme on dit, en transition, c'est-à-dire qui sont en train d'émerger. Mais les accords entre pays riches d'investissement pareil, on a un peu l'ALENA, mais on a très peu d'exemples réels. Donc on ne sait pas si ça marche ou pas. Donc on ne fait que le postuler. Mais on n'en a pas la certitude. Et en plus, pour savoir si ça marche, on ne peut pas le considérer de manière globale. Il faut savoir quelle est la stratégie de la firme, dans quel secteur elle va agir. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, ce n'est pas une firme comme ça. Quel secteur d'activité, quelle est la stratégie donc, il faut faire une analyse sectorielle, sinon, ça n'a pas de sens. Donc, on nous prétend que si on crée un cadre favorable, des investissements massifs vont arriver chez nous, ça va stimuler nos régions, ça va créer de la... Mais, empiriquement, on ne l'a jamais vérifié, nulle part. Donc, vous voyez, deux bases hyper fragiles. Et on nous demande de signer en bas de la feuille. À titre personnel, sans mauvais esprit, je le répète. Je ne suis pas sûr. Peut-être que c'est Jérôme Capaldo qui a raison dans son étude négative, peut-être c'est l'étude du CPER et du CEPI qui a raison sur la création d'emplois. Mais quand moi je regarde l'histoire, parce que l'histoire m'obsède, eh bien quand je regarde l'histoire, je me rends compte que le marché unique n'a pas donné tous ses effets, je me rends compte que l'ALENA était plutôt un échec, donc j'ai un petit peu du mal, si vous voulez, à croire que cette fois-ci, ça va être la bonne. Voilà. Donc, et comme, voilà, je suis français, j'y peux rien, on m'a expliqué que le doute, c'était la condition du savoir. Donc, hein, c'est Descartes, on se souvient tous de ça. Je doute pas. Et même, je doute beaucoup. Ça, c'est un. Donc, d'un point de vue économique, les bases sur lesquelles on nous vend TAFTA me paraît fragile. Pour ne pas dire complètement problématique. Deuxième élément que je veux insister, c'est ce qui est au cœur et qui est à mi-chemin entre l'économie et la politique, et les deux se rejoignent, ils ne sont jamais séparés dans le fond, ces séparations sont artificielles. C'est la question des normes. Tout d'abord, d'un point de vue économique, autant les économistes sont capables, par des modèles, de dire si on réduit de tant de pourcents un tarif douanier, eh bien, pour le consommateur, ça peut faire ça en plus de pouvoir d'achat ou je ne sais pas quoi. Mais quand il s'agit de ramener des normes qui sont des choses qualitatives, on n'arrive pas, par des modèles économiques, à les mesurer. Parce que les études de la Commission de Bruxelles nous expliquent qu'il faut au moins réduire de 25% la différence entre les normes, et ce sera mieux pour nous. Mais les économistes eux-mêmes reconnaissent que c'est très difficile de chiffrer concrètement
combien ça va apporter comme, on va dire, pouvoir d'achat supplémentaire de réduire ces normes. Donc là encore, ça amène de la fragilité économique. Alors vous voyez, entre les études incertaines sur ce que ça apporte en termes d'emploi et de croissance, la fragilité des thèses que plus d'investissement des autres, ça va être positif. Plus ces normes qu'on n'arrive pas à chiffrer, ça commence à faire beaucoup. Et maintenant, les normes. Parlons de cette question-là. Ça, c'est le deuxième point sur lequel je veux insister, et qui est au cœur de ce traité, et d'articuler l'économie et la politique. Donc ça veut dire quoi? Rapprocher les normes. Vous avez trois façons de le faire. Trois. Soit vous le faites version marché unique, c'est-à-dire la reconnaissance mutuelle. Vous reconnaissez les normes de l'autre, après, c'est un travail technique, ça, je passe, et ça veut dire que les normes du pays A vont circuler dans le pays B. C'est-à-dire, je ne sais pas si on reconnaît, je ne sais pas moi, certaines façons de produire des biens, certains biens alimentaires, je ne sais pas, le chocolat, il est fait de la même manière d'ici de là, on peut les reconnaître. La reconnaissance mutuelle des normes. Deuxièmement, vous pouvez faire converger les normes. Alors c'est là que le diable arrive, parce qu'on converge vers le haut, vers le bas, ça dépend de la position des entreprises, ça dépend dans quel secteur, et selon le poids des boîtes, qui va pouvoir dicter un peu le calendrier de cette convergence. Et si vous n'arrivez pas à faire ça, il reste une troisième chose, c'est la transparence, c'est-à-dire pour essayer de dire aux consommateurs le plus possible, je ne sais pas, la traçabilité d'un bien, savoir d'où ça vient, etc. Les normes, il ne faut pas regarder ça simplement comme des obstacles au commerce. Souvent, dans la position, on va dire, dite libérale, c'est regardé comme des obstacles au commerce, comme des manières de faire du protectionnisme déguisé. Les normes, c'est aussi des choix collectifs. C'est des choix collectifs, en termes sociaux, sanitaires, environnementaux, c'est des choix collectifs. Alors, le problème que ça pose, c'est si on reconnaît les normes américaines et ils reconnaissent les nôtres, alors si les Américains ont des normes peut-être plus basses dans certains secteurs, ça veut dire que ces produits vont circuler chez nous. Si on dit « Ah, on ne négocie pas nos normes, les normes les plus hautes, c'est chez nous, et on n'a rien à lâcher à ce niveau-là », alors on négocie quoi? Rien alors. Bon, on négocie pas. Voilà, c'est plus simple. Si on n'a rien à lâcher, et on ne veut pas reconnaître leurs normes, alors c'est quoi l'objet de la négociation? Oui, c'est un peu embêtant là. C'est pas ce qu'on négocie. Alors, évidemment, dans les médias, on a entendu le poulet chloré, on a entendu voilà, toutes sortes de problèmes de cette nature. Alors je ne dis pas qu'il faut les minorer, les OGM, mais c'est là qu'arrive le problème qui n'est pas qu'économique. C'est un accord, on dit un accord vivant, TAFTA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a signé, une fois qu'on a ratifié, le travail de rapprochement des normes va continuer une fois que le projecteur sera éteint. C'est-à-dire qu'on va faire naître un organisme de coopération réglementaire entre les deux entités pour continuer ce travail. Donc on peut tout à fait imaginer, sans paranoïa, sans logique complotiste aucune, un accord à minima qui soit absolument acceptable pour les uns et les autres, et ensuite de continuer ce travail à l'ombre. Et comme nous ne sommes pas des spécialistes de toutes ces normes qui touchent à tellement de domaines, chimie, alimentaire, phytosanitaire, pharmaceutique, cosmétique, automobile, etc., je veux dire, aucun d'entre nous, et je m'y inclus dans le aucun d'entre nous, n'est capable dans tous ces secteurs si différents de pouvoir s'y retrouver. C'est tellement complexe, ça demande à être des professionnels, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que des choses qui vont concerner directement la vie des gens va faire l'objet de débats, d'ajustements, sans qu'on puisse y voir clair, sans qu'on puisse savoir exactement, et peut-être que les choses, et peut-être tout se cache dans un détail technique que nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas l'importance qu'il revêt. Mais pour des spécialistes, ça implique une série de conséquences que nous ne pouvons pas voir,
Parce que nous n'y connaissons rien. Alors vous me direz que ça arrive tous les jours. Même dans les textes qui sont votés par nos parlements, il y a plein de choses que nous ne connaissons pas, que nous ne sommes pas capables de maîtriser, bien sûr. Mais là, on a au moins cette espèce de consolation de se dire que si ce Parlement il ne nous convient pas, même si on ne comprend pas tout, on peut un jour lui dire « dégage ». C'est-à-dire, on ne veut pas de toi. Mais cette coopération, le principe de la démocratie, c'est le principe de la responsabilité. C'est-à-dire, responsable devant un Parlement, laquelle est la responsabilité de ces gens-là? C'est comme la politique monétaire qui est menée en Europe, où elle est responsable devant qui? Personne. Donc là, et en plus, j'ai écouté le responsable des négociations européennes, M. Bercero, qui dit qu'il n'y aura pas de représentant de la société civile dans un éventuel, comment dire, comité de ce genre, mais une fois par an, on se présentera devant les membres de la société civile pour présenter un peu ce qu'on fait. Il y aura... C'est-à-dire que... Donc, vous voyez, le danger, c'est quoi? C'est-à-dire, encore une fois, c'est dépossession. C'est ce qu'on appelle ce glissement du gouvernement à la gouvernance. C'est-à-dire, le gouvernement, si je dis le gouvernement français, je peux l'aimer ou ne pas l'aimer, mais c'est une instance d'interpellation. Je peux dire, Monsieur Valls et vos ministres, je ne suis pas d'accord sur ça. Donc il y a un nom, un collectif, on sait qui ils sont, et demain, on peut se présenter aux élections, X ou Y, et faire en sorte qu'ils ne reviennent pas. Mais la gouvernance, c'est qui? C'est qui? Et donc, on est dans la gouvernance, qui est une forme abattardie pour moi du gouvernement, c'est-à-dire que plein de ce qu'on appelle en sciences politiques le gouvernement par agence, c'est-à-dire des agences plus ou moins indépendantes, qui effectivement gouvernent des parts de plus en plus importantes de la vie quotidienne, sur lesquelles les citoyens n'ont qu'un pouvoir faible ou nul. Et donc, l'Union européenne est pour ça une quasi-caricature, et maintenant qu'on veut nous rajouter cette chose. Et n'oublions pas, comme il s'agit de proposer aux entreprises un cadre réglementaire stable, c'est-à-dire à ces entreprises étrangères, eh bien, il y aura toujours la tentation de ce que j'appelle l'agenda secret. Ça veut dire quoi, l'agenda secret? C'est-à-dire, c'est pas que nos parlements ne pourront pas changer des normes, ne pourront pas les modifier à la hausse ou à la baisse, mais il y a toujours en arrière-plan l'idée, attention, si on modifie ce cadre, peut-être on risque de faire face à une procédure contentieuse dont je vais parler dans un instant. Donc ce qui fait que ça freine, si vous voulez. On intériorise la contrainte, même si elle n'existe pas réellement. On l'accepte. On comprend que c'est la ligne rouge. Même si elle n'est pas clairement dite. Donc, ça, c'est ce que j'appelle, dans cette gouvernance qui me pose problème par sa définition, le pouvoir législatif. C'est le pouvoir législatif, c'est-à-dire la capacité à édicter des normes ou de les revoir en dehors de la sphère parlementaire classique. Peu importe ce qu'on peut penser de notre Parlement, que lui-même ne fait pas complètement son rôle, qu'il est critiquable. Mais c'est une instance d'interpellation, elle existe, aussi imparfaite soit-elle. Là, on ne sait pas où c'est. Et on ne sait pas c'est qui. Si je vous dis que celui qui dirige les négociations pour l'Europe s'appelle Ignacio Bercero, hein, ça vous dit quelque chose, ça? Rien du tout. D'accord. Donc voilà. C'est qui ce monsieur? On peut l'interpeller, on peut le voir, on peut le critiquer, on peut le rencontrer. Voilà. Alors, vous allez sur le site de la commission, vous avez tous les gens qui participent à la négociation, vous avez leurs petites photos, leur CV, etc. Super, et ça me fait une belle jambe. Dans le fond, ils sont responsables devant qui? Quoi? Où? Même si on peut voir leur tête, hein, alors non, hein, tout, hein, vous pouvez aller sur le site de la commission, j'ai imprimé tous les noms de tête. Très bien, je suis content, il y a des jeunes, il y a des vieux. Et après? Donc, ça c'est le pouvoir, ça c'est le deuxième problème. Donc, de cette déposition. Puis, l'autre problème qui nous inquiète tous, qui est ce que j'appelle le pouvoir judiciaire de ce traité. Le pouvoir judiciaire de ce traité, c'est les fameux tribunaux d'arbitrage. Donc, vous voyez l'édifice, comment il est construit. C'est-à-dire que
Il s'agit... Et en plus, je voulais dire une chose. On va donner à des entreprises étrangères, à des investisseurs étrangers, la capacité de pouvoir se retourner contre l'État en question. Alors qu'on n'a même pas la certitude que ces investissements vont créer de l'emploi et de la croissance, qu'on n'est même pas sûr qu'il va réinvestir ses bénéfices en Europe, qu'on n'est même pas sûr qu'il va respecter des obligations fiscales, et on va lui donner un pouvoir exorbitant de droit commun par rapport aux entreprises nationales. Pourquoi? Au nom, en plus, si on avait la certitude historique ou théorique que si on favorise ce cadre, effectivement, ça dynamise l'activité, on pourrait dire, voilà un argument. Mais on n'a même pas cette certitude-là. Donc on donne un poids juridique particulièrement important à un ensemble d'entreprises dont on n'est même pas sûr que les actions conduisent à des effets positifs pour une collectivité. Et on donne donc la possibilité à des multinationales de pouvoir inscrire dans le droit international public tout un corpus de normes. C'est ce qui s'appelle consacrer le pouvoir politique des multinationales. Voilà. Bien. Les tribunaux, alors, qui sont le bras armé judiciaire de cette entreprise d'organisation normative, qu'est-ce que c'est que ce tribunal? D'où ça vient? Alors, ce n'est pas nouveau. Il existe dans le monde plus de 3200 accords qu'on appelle bilatéraux d'investissement, et un grand nombre d'entre eux proposent ce dispositif de tribunaux d'arbitrage. Ces tribunaux d'arbitrage existent et ont été, si vous voulez, inscrits dans le droit international public depuis la Convention de Washington de 1965, donc ce n'est pas des choses nouvelles. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc qu'on a créé pour TAFTA ou pour son équivalent avec le Canada, qu'on a fait le traité que l'on a. Donc il n'y a rien de nouveau, il y a deux instances internationales comme ça de tribunaux d'arbitrage, une qui est à Washington et une qui est aussi liée à ce que l'on appelle la CNUSED, qui est la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Il y a deux instances d'arbitrage, mais celle qui va être mobilisée pour TAFTA, si c'est celle-ci qui est retenue, c'est celle de la Convention de Washington de 1965. Donc, alors, si on remonte dans le temps, pourquoi on a créé ce tribunal d'arbitrage? On avait créé ces tribunaux d'arbitrage, quand on remonte dans les textes qui ont motivé leur création, qu'est-ce qu'on dit? Tout d'abord, alors c'est très intéressant, il y avait une volonté de dépolitiser le contentieux. Pour dire, ah, mais si c'est une justice nationale qui intervient, ça va biaiser l'affaire, elle va pouvoir vouloir pencher en faveur de son pays, pas dans un sens plutôt de l'équité. Donc, il y avait la volonté de dépolitiser le contentieux. Ça, c'est... Deuxièmement, il était dit que ce type de procédure irait plus vite que les procédures nationales longues, coûteuses, etc. Donc on avait réputé l'idée que ça irait plus vite par là. Alors aujourd'hui on a déchanté, puisque pour que la décision d'arbitrage soit rendue, il faut attendre 4 ans. Donc l'idée que ça allait plus vite, même les promoteurs du départ ont abandonné l'idée. Et en même temps, on voulait aussi assurer aux investisseurs un cadre juridique stable pour éviter des expropriations abusives, pour permettre les transferts de fonds, comment dire, entre la maison mère et les filiales. On voulait créer un cadre qui soit plutôt rassurant pour ces entreprises, pour ne pas dissuader les investissements de firmes étrangères dans d'autres pays. Donc, on a décidé, alors évidemment il était à Washington, alors bon, il ne faut pas s'énerver, c'était à Washington, c'est pas un complot, c'est comme les Nations Unies, la SDN elle était à Genève, la Société des Nations, après la Seconde Guerre mondiale, la puissance s'est développée aux États-Unis, on a mis où l'ONU? On les a mis, comment dire, les Nations Unies, on les a mis aux États-Unis, c'est une logique de puissance. Mais là c'est la même chose, hein. C'était la première puissance, c'était chez eux, hein, grosso modo, voilà. Maintenant,
le problème que ça pose, c'est quoi? On retrouve cette logique que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette justice qui, on dit privée, et le plus inquiétant, c'est même pas là. Le plus inquiétant, c'est qu'on observe, depuis surtout 2007, dans les rapports de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, une explosion du contentieux entre les États et ses investisseurs, et que la nature de ce contentieux porte souvent sur des questions sanitaires, d'environnement, etc. C'est ça les thèmes brûlants qui sont au cœur du contentieux. D'où les inquiétudes légitimes. Et par exemple, pour voir un petit aperçu de ça, on n'a pas besoin de TAFTA pour ça. Regardez par exemple la firme suédoise Vattenfall qui réclame plus de 4 milliards d'euros de dédommagement aux Allemands qui veulent sortir du nucléaire à partir de 2022 et donc ils vont fermer des centrales et comme ils avaient un rôle dans la gestion de ces centrales, pour être dédommagés, ils demandent 4,4 milliards alors que ces dites centrales en question étaient déjà obsolètes en elles-mêmes, mais ça veut dire que sans TAFTA déjà ça existe. Mais vous imaginez, avec TAFTA, si on donne cette position, enfin cette arme supplémentaire, eh bien, ça va ajouter un poids de plus. Tout comme ce qui se passe, vous savez, en Grèce en ce moment, avant l'arrivée de M. Tsipras, pour essayer, puisque le pays, malheureusement, à la demande un peu de la Troïka, était à vendre, il y a la multinationale Eldorado Gold canadienne, à qui on avait accordé une concession dans une région, comment dire, qui était marquée par une biodiversité très importante, par un patrimoine environnemental considérable, qu'on allait exploiter des mines d'or près de la forêt des Skouries, et que ça risquait d'avoir des conséquences sur l'environnement considérables. À la suite de malversations en tout genre, ils avaient récupéré cette concession de la part du gouvernement grec, et les habitants se sont mobilisés considérablement pour qu'il n'y ait pas, si vous voulez, cette exploitation de ces mines dans ce joyau de beauté naturelle. Et le gouvernement de M. Tsipras a annoncé il y a 3 jours ou 4 jours qu'il allait retirer la concession à cette multinationale canadienne, qui évidemment va se saisir pour commencer du Conseil d'État grec. Mais imaginez-vous avec TAFTA, ça lui donne un levier de plus. Donc, on se retrouve, si vous voulez, dans cette situation où je peux tout à fait entendre que l'on crée un environnement stable juridiquement pour les entreprises ou autres, il ne s'agit pas de le contester. Mais en même temps, on pourrait tout à fait imaginer d'autres dispositifs, c'est-à-dire recourir aux juridictions nationales, on pourrait imaginer des dispositifs où on articulerait ça avec les juridictions nationales. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que l'Union européenne, comme elle sent la protestation qui monte à l'égard de ça, a tenté d'apporter des réponses. Alors l'été dernier, elle a fait une consultation en ligne pour savoir qu'est-ce que pensaient les citoyens européens ou les professionnels sur cette affaire. Alors, ça vaut vraiment le détour, cette aventure, je vous la raconte, parce que, bon, cette consultation en ligne concerne donc 28 États européens, il y a 150 000 réponses. Déjà, ça ne fait pas beaucoup. On est 502 millions, hein, juste pour l'info, à 28. Hein. 150 000, très bien. Mais les associations, on va dire la société civile, s'emparent de ce truc et décident d'y répondre massivement. Il en sort à 97% des sondés, là, des 150 000, une désapprobation massive de ce truc. Ils ne veulent pas. 97%, c'est un score qui fait rêver, quoi. Tout le monde a envie d'applaudir. C'est, dans l'histoire, c'était des scores qu'on donnait dans des régimes parfois un peu particuliers. Bien, on trouvait, c'était super, 97%. Et, résultat des courses, dans une conférence de presse que je vous invite à voir, parce que c'est très intéressant, parce que c'est une question grave, mais en même temps qui intéresse parfois peu ou qui mobilise peu. Donc Mme Malmström, puisqu'il y a une nouvelle commission européenne depuis novembre de l'année dernière, fait une conférence sur les conséquences de cette affaire.
Alors c'est dire même que ça mobilise peu. Vous pouvez voir la vidéo sur le site de la commission. J'ai même un peu de peine pour elle, parce qu'il y avait 4 journalistes, elle avec un collaborateur, et il y a un moment donné, et ça m'a attristé d'un point de vue démocratique, parce que la question était essentielle, où celui qui est avec elle demande, y a-t-il des questions? Au départ, il y a un blanc, un peu comme ça. Je me dis, mais c'est quoi, c'est une vidéo gag que je regarde? Je suis sur le site de la commission. Parce que, si vous voulez, depuis que je me suis lancé dans le TAFTA, je me donne comme obligation, chaque fois qu'il y a un truc qui sort de la commission, une commission de presse, un interview, etc., je regarde tout. Finalement, il y a des questions. 3, 4. Mais ça ne dure pas très longtemps. Alors, les réponses étaient intéressantes, etc. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est bien dommage. Il faudrait que ce soit quelque chose qui mobilise davantage. Parce que bon, 4 journalistes, cette femme qui intervient, qui dit bon. Et quel est le résultat? On pourrait penser qu'avec un désaveu pareil, alors on nous expliquait que ce n'est pas un référendum. D'accord, ce n'est pas un référendum, on a bien compris que le référendum est une chose qui a disparu définitivement de l'Europe, puisque les peuples, généralement, répondent non. Donc, et comme l'objectif c'est qu'ils ont le choix entre être d'accord ou être d'accord, donc on a préféré ne plus leur poser la question. Donc comme ça, au moins, on est convaincu qu'ils sont d'accord. Qui ne dit mot consent. Voilà, classique, hein, chacun le sait. Et le résultat des courses, c'est tellement flagrant qu'on attend qu'on va abandonner ce dispositif. Non, la réponse a été on le garde mais on le modifie. Donc, que faut-il faire pour faire entendre une voix dissonante? Je ne sais pas. J'avoue que je suis un peu perdu. Et alors aujourd'hui, on part vers l'idée qu'on va modifier ces traités, parce que pour les Américains, c'est fondamental pour eux qu'il y ait ce dispositif. Alors les Européens disent on va le garder, mais on va le modifier. C'est-à-dire que sur la philosophie, on reste dans la même idée. Donc, aujourd'hui, il y a une réelle inquiétude que pour des choix essentiels, que ce soit en termes d'environnement, de santé ou autre. Et en plus, on voit que les décisions, quand elles sont rendues, elles sont tendanciellement plus en faveur des entreprises, des multinationales. Donc, alors, il y a bien d'autres points encore qu'on pourrait soulever, on va les soulever dans nos échanges, je n'en doute pas. Donc, si je fais mon bilan d'État, économiquement, c'est très fragile. Et faire confiance à pareille promesse, alors que je me permets, sans amalgame, que 3 grandes promesses que nos élites nous ont faites ces 30 dernières années n'ont pas été au rendez-vous. Alors c'était quoi les 3 promesses? Je les rappelle pour qu'on n'oublie jamais. La mondialisation heureuse. Ça devait être profitable pour tous. 2, on nous a expliqué que si on laissait les capitaux circuler librement, que les marchés s'autoréguleraient, que les besoins de financement seraient satisfaits, qu'il y aurait de la croissance. Nous avons vu ce que ça a donné. Et 3, on nous a expliqué dans les années 90, n'ayons pas la mémoire courte, les années 90, ça n'a pas été follement une réussite économique. Souffrons, sacrifiez-vous, quand l'euro viendra, tout ira. Nous nous sommes sacrifiés, nous avons peu vu. Maintenant, on nous explique, les amis, j'ai un nouveau projet. Ça va marcher cette fois-ci. Il faut nous croire. Légitimement, on peut commencer à douter. Donc, économiquement, c'est très fragile, c'est très incertain, et n'oublions jamais que la crise économique qui a eu lieu en 2008, c'est aussi une crise de la pensée économique dominante, même si aujourd'hui cette pensée économique dominante domine encore, parce que j'ai abouti à la conclusion qu'aujourd'hui, ce n'est pas une crise du libéralisme que nous vivons, c'est une crise dans le libéralisme. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire, ce n'est pas le cadre qui est changé. Le cadre, il a tremblé, mais il est resté. Ça il ne faut pas le dire. Donc, économiquement, on peut être sceptique
quant aux effets positifs. Et en les articulant avec la question centrale des normes. Et en plus, ce que je voulais dire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le redis, ça veut dire que ce qui est le plus important et qui est consacré à travers ces tribunaux, c'est la prééminence du droit des affaires sur tout le reste, c'est-à-dire sur l'environnement, sur le social. Donc, c'est-à-dire une hiérarchie des normes bien précise. Donc, ce traité me paraît nécessaire à combattre parce que politiquement aggrave une tendance déjà à l'œuvre. 2, économiquement, il risque d'être encore le énième miroir aux alouettes. Et troisièmement, ce traité est totalement décalé parce qu'il ne répond pas, à mon avis, aux défis du moment qui sont 1. La transition énergétique, 2. La montée des inégalités, 3. Les déséquilibres de la finance et 4. Le chômage de masse. À ces 4 défis, ce traité n'y répond pas. Et on va expliquer à des gens, alors que je rappelle encore ces chiffres, environ plus de 50% des jeunes Grecs sur le marché du travail entre 16 et 25 ans sont au chômage. Je rappelle, comment dire, que plus de 25% des jeunes Italiens sont dans cette situation. Il y a 25 millions de chômeurs en Europe à 28. Il y en a 18 à 19. Il y a autant de chômeurs et on nous dit qu'il faut croire à ce traité qui donnera peut-être des résultats dans 5 à 10 ans à hauteur de 0,4% de PIB supplémentaire annuel. Vous savez, c'est comme un truc qu'on raconte à nos étudiants en économie qui me fait toujours rire. J'ai un peu de gêne à leur raconter ça. Je vais vous le raconter. C'est la fable du progrès technique. Je vais vous raconter ça. On va expliquer qu'on détruit des emplois au point A, mais au point B, on en crée. Pourquoi pas? Mais en même temps, le problème, à celui à qui on a détruit des emplois, on va lui dire « Mais écoute, t'inquiète pas, à 200 bornes, on a créé un boulot d'informaticien. » Je ne suis pas tout à fait sûr que ça l'enchante, mais peut-être qu'il peut se consoler comme ça. Donc c'est pour cela que je pense que TAFTA, au-delà de mes réserves économiques et politiques, c'est un traité dépassé. C'est-à-dire, quand j'entends la promotion de TAFTA, c'est bien, ça me donne une cure de jouvence, parce que j'ai l'impression d'être dans les années 90, au temps du consensus de Washington, il faut croire au marché, aux privatisations, à la mondialisation heureuse, écrivaient, comment dire, les auteurs à la mode des années 90, comme M. Alain Minc. Et j'ai l'impression qu'on nous promet ça comme si on était encore il y a 20-25 ans. Donc c'est pour cela que je pense un traité démocratiquement discutable, économiquement douteux et économiquement et politiquement inadapté. Donc par conséquent, il me paraît souhaitable d'en finir, mais le problème, et c'est là qu'il arrive, c'est d'en finir comment? Parce que malheureusement, la voix des citoyens porte, mais porte très modérément, et s'arrête à la porte aussi des institutions. Donc voilà, j'aurais bien des choses encore à vous dire, mais c'est déjà les premiers éléments que je peux vous offrir.